Freezing cold in Einstein Tuesday. You the cold maze, say one, freezing cold in Einstein Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimont et je suis accompagné de nos spécialistes S-Bobines, les Lagarde et Michard du cinéma, Marcel Ratafia et Lou Bobin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bon, oui, ça roule, ça gaze. Super. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une comédienne, humoriste, actuellement à l'affiche du spectacle Que faire des cons, cette fameuse question qu'on se pose tous. Ça se joue au point virgule à Paris. J'ai nommé Sandra Colombo. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment ça va ? Écoutez, ça va pas mal. Bon, très bien. Alors, ensemble, nous allons évoquer la carrière d'une comédienne qui te tient particulièrement à cœur, je crois, Sandra, d'où ta présence dans ce studio. Alors, découvrons tout de suite le nom de cette bobine grâce au portrait de Marcel. Marcel, c'est à vous. Cette Arménienne venue de Turquie, silhouette impériale, regard oriental et voix fatale, n'eut pas le succès précoce. Après avoir accumulé les petits boulots et fricoté avec un collabo, c'est à 55 piges qu'elle devient connue en faisant un striptease. C'est si facile de se payer sa fiole et de la traiter de mocheton. Mais c'est pas si simple. On la veut fandarde, elle explose au même moment dans des rôles terrifiants. Plus exotique que Jacqueline Maillan, plus classe que Jackie Sardou, cette reine de la télé et des péloches de série B, c'est Alice Sapritch. Alors Alice Sapritch est connue pour son rôle de Folcoche, la terrible marâtre de Vipère au Point, pour son extravagant striptease dans La folie des grandeurs de Gérard Houry, mais aussi pour sa supposée mocheté. Alors, tous ces éléments firent d'elle autant une célébrité adulée que moquée par ses contemporains comme Thierry Le Luron, l'imitateur star des années 70-80. Alors avant de revenir sur sa carrière, Sandra, une première question pour toi. En quoi Alice Sapritch est une comédienne qui t'a marqué ? Alors moi déjà, elle m'a marqué évidemment parce que La folie des grandeurs et aussi, et j'ai honte un peu, elle m'a marqué pour sa pub Gexfour. Évidemment. Ça on va en La parler, bien sûr. fameuse. La fameuse. Oui, avant j'étais moche. Voilà, parce que moi j'étais... Alors, moi, je suis née l'année du divorce d'Alice Sapritch. Je vous laisse regarder Faites sur vos calculs. Wikipédia. Voilà. L'année où elle a explosé d'ailleurs. L'année où elle a explosé. Comme quoi, il faut toujours divorcer, tu vois, finalement. Il ne faut pas se tanker des maris cons, il faut divorcer. Et moi, ce qui me fascinait chez Alice Sapritch, c'est qu'elle a une puissance comique incroyable et elle a une puissance dramatique aussi incroyable. Extraordinaire. Elle est hyper forte. Mais je pense que ça s'explique parce que quand on fait du comique et de la fantaisie, pour que ça fonctionne, il faut être extrêmement sincère. Et quand on fait du drame, il faut être également extrêmement sincère. Et je pense que c'est ça qui fait ce mélange incroyable qu'était Alice Sapritch, qui m'a fascinée parce que moi, je suis une enfant des années 70. Et, Une enfant de Gexfour. Oui, non, c'était plus tard, je crois que c'est les années 83, un truc comme ça. Et là, par contre, Please, non Please, c'était Marie-Pierre Cazet. Oui, qui glisse sur le... je ferais pas ça tous les jours. Je ferais pas ça tous les jours. Bah, oui, bien sûr. Mais Marie-Pierre Cazet n'a pas eu la même carrière carrière qu'Alice Sapritch. Mais oui. Alors, Alice Sapritch, Lou, d'où vient-elle cette petite Alice ? Alors, je vais essayer de vous la faire courte. Donc, Madame Marcel parlait de ses origines arméniennes. La petite Alice est née à Istanbul, en Turquie. Et il se trouve qu'elle vient d'une famille un peu compliquée. Elle a été responsabilisée très tôt. C'est ce qu'elle dit dans toutes ses interviews. Encore une fois, on peut être content de tomber sur une actrice qui est assez cohérente dans tout ce qu'elle écrit, tout ce qu'elle dit sur sa vie privée. Et qui raconte beaucoup sa vie. Donc, elle s'est retrouvée responsabilisée très tôt dans sa fratrie. On l'a un peu mis
comme grande sœur de la fratrie, ce qu'elle n'était pas. Et puis surtout, elle avait un père qui était très joueur et une mère qui était très triste que son mari soit très joueur, mais très amoureuse, et donc qui faisait que prier et pleurer. Et elle envoyait la petite Alice prendre le tramway pour aller chercher son père au bureau pour éviter qu'il aille jouer le soir et perdre tout l'argent du ménage. Et quand elle revenait bredouille, c'était les pleurs de sa mère, les cris. Donc elle a vécu dans cette ambiance quand même un peu particulière, mais son père était quelqu'un de très érudit, que malgré tout, pour qui elle avait une très grande admiration. Et donc, quand elle a eu 16 ans, il se retrouve à déménager à Bruxelles. Et là, elle est scolarisée. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont vu l'avis de recherche de Patrick Sabatier qui réunit toute sa classe. Et c'est pas un très bon souvenir pour Alice Sapritch non plus. Et elle débarque à Paris. Et Elle a 17 ans. Elle a 17 ans quand elle débarque à Paris. Elle va chez René Simon, qui, pour elle, n'a pas été un grand professeur. Enfin, c'est son avis, elle ne s'entendait pas très bien avec lui. Mais elle arrive à être prise au conservatoire. À l'époque, c'était déjà très difficile d'entrer au conservatoire supérieur d'art dramatique. Et dans cette promo, il y avait 2 élèves qui pouvaient entrer en étant étrangères. Et les 2... bon cru, c'était Sapritch et Maria Caceres. Okay. Mais dans la classe, il y avait Tizot, Jacques Charon, Françoise Christophe. C'est cette génération de comédiens. Mais manque de bol, encore une fois, pour Sapritch, comme elle était plutôt forte tête, elle tombe sur une professeure qui s'appelait Béatrix Dussane, ancienne grande dame du théâtre français. Et en fait, Alice Sapritch s'entend pas du tout avec elle et a un peu tendance à sécher les cours pour aller écouter Monsieur Jouvet. Oh. Oui, elle voulait Jouvet. Elle voulait Jouvet et manque de bol. Qui, à la même époque, a dû tourner dans Entrée des artistes où il joue justement son propre rôle de professeur de conservatoire. Et bon, Jouvet après part en Amérique latine faire ses tournées. C'est une autre histoire. Mais donc, cette fameuse Sapritch, sous l'occupation, se retrouve débarrassée de ses parents et ça lui fait un bien fou parce que ses parents lui tapent du pognon, veulent tout le temps venir la voir. Et donc là, elle est enfin coupée de sa famille, elle peut s'émanciper. Et elle dit, c'est un peu terrible parce que les années d'occupation ont été les plus belles de ma vie. Je voyais pas ma famille. J'habitais dans un petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés où la résistance, les collabos, tout le monde se mélangeait autour du marché noir. Je partageais le palier avec Simone Signoret. Enfin, c'était toute une faune très étonnante. Et elle rencontre, mais ça, peut-être que Marcel, vous voulez en parler, un certain poète. Et elle tombe amoureuse d'un certain Robert Brasillac, excellente plume, très, 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 très gros collabo. Ah oui, c'est le bon gros collabo. Un bon gros collabo. Il a été fusillé à la Libération. Oui, qui a été fusillé à la Libération. C'est pas le cas de tout le monde, mais lui, voilà. Et dont la Société des Amis de Robert Brasillac a continué à perpétuer la mémoire d'année en année. Dont Monsieur Pierre Freinet, qui adorait lire ses textes. Mais voilà, donc en mauvaise posture à la Libération, elle rencontre un avocat qui s'appelle Guillaume Hanoteau. Qui faisait partie des personnes qui ont jugé Brasillac, d'ailleurs, à la Libération. Pas rancunière, oui. Pas rancunière, mais le fameux Guillaume Hanoteau était un dramaturge en devenir qui avait du mal à se mettre à l'écriture. Il était marié avec des enfants et il a fini par divorcer pour épouser Alice Sapritch, même si elle a dit qu'elle s'était jamais sentie mariée à ce monsieur, tant leur vie était compliquée. Oui. Et puis c'était quelqu'un de colérique, alcoolique. Enfin, c'était... Qui était jaloux de ses succès quand elle a fini par en avoir. Alors ensuite, elle va avoir des petits rôles au cinéma. Alice Sapritch, elle va continuer une carrière dans le théâtre. Elle va faire de la tragédie, surtout. Après, il faut dire quand même qu'au départ, Hanoteau n'était pas trop pour qu'elle travaille. Quand il s'est mis à écrire, il n'était pas tellement pour qu'elle travaille avec d'autres gens. Et le problème, c'est comme c'était la femme de l'auteur, et qu'à Paris, c'est bien connu, c'était la grande époque des directrices de théâtre, non, c'est la femme de l'auteur, donc elle tournait la pièce en province et arrivée à Paris, à chaque fois, elle se faisait dégager. Et à chaque fois, Hanoteau pliait et ne disait pas non, je veux que ça soit ma femme qui joue. Donc au bout d'un moment, elle a dit j'en ai marre, je me démerde. Alors Sandra, tu opines du chef, ça t'arrive aussi, toi, ça? D'être la femme de l'auteur, j'aimerais bien, patate, que mon mec écrive des pièces qui ramènent plein de pognon, mais non. Non, mais je veux dire, c'est encore vachement fréquent. C'est-à-dire qu'on est évidemment toujours les femmes soumises à si on est la femme de l'auteur ou du metteur en scène, c'est parce qu'on a eu le rôle, parce qu'on a accouché. Et si on est la femme de l'auteur ou du metteur en scène et qu'on n'a pas le rôle, qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, tu fais, mais on est toujours battu, en fait. On n'est pas bonne où ? Ça, c'est la question, Marcel. Mais on est toujours dans ce truc de si on a un rôle parce qu'on connaît machin, ce qui n'arrive que rarement aux hommes.
je Oui, trouve. C'est vrai. Et c'est pourtant, vrai. ils en connaissent du monde. Et ce qui est étonnant, Ils en connaissent. c'est de voir qu'il n'y avait pas de solidarité féminine du tout entre les directrices de théâtre et les comédiennes. Quand les directrices de théâtre, souvent, c'était des anciennes pensionnaires ou sociétaires du français qui avaient enfin réussi à se poser quelque part et on avait du mal à les déboulonner. Alors, on va quand même réussir à tourner des petits rôles, hein, avec chez Claude Autant-Lara, Jean Cocteau, Robert Hossein, chez Truffaut même, hein, on la retrouve dans Thierry sur le pianiste. Et pourtant, ça décolle pas, ça patine un petit peu. Ouais, elle va se trouver finalement plus de rôles grâce à l'ORTF qui est encore toute neuve. Elle commence en 1959 quand le directeur des programmes de la télé algérienne lui propose de tourner en direct une pièce de son choix, ce qui va grandement l'aider, car elle est très théâtre quand même. Oui, au Enfin, départ. je veux dire, c'est une nana du conservatoire et d'ailleurs, je trouve que ça se sent dans son Oui, personnage, dans sa persona. elle a une façon de parler, une diction qui est impeccable, même quand elle joue des choses extrêmement drôles. Même les pires nanars. Les pires nanars, elle est incroyable parce qu'elle est hyper juste. Elle sait parfaitement ce qu'elle joue. Elle a le sens de la situation, de la rupture, des regards qui se posent, etc. C'est une grande comédienne. Hein. Ouais. Et en fait, elle va attirer l'attention de Jean-Louis Bory, qui adapte Qui est un critique célèbre. qui est un célèbre critique de cinéma. Du Masque et la Plume. Qui était au Masque et la Plume, évidemment, et qui a adapté des romans comme celui de Balzac en 1964, qui est La cousine bête. C'est lui qui le scénarise et il sent qu'elle a le potentiel pour jouer toute la complexité et la noirceur de ce personnage. Elle devient amie avec lui et en fait, c'est lui aussi qui va lui offrir peut-être ses plus beaux succès comme Vipère au point ou La Bonifa. Mais ce qui est compliqué pour elle, c'est ce qu'elle dit, c'est que la télévision, elle dit « je suis née avec la télévision en 59 », mais le problème de la télé, elle dit « certes, il y a les audiences, il y avait 15 millions de spectateurs, à cette époque-là, il n'y avait qu'une chaîne, donc forcément, c'était facile d'être vu ». Mais en fait, ça donne pas pour autant des idées aux réalisateurs de cinéma de t'appeler ou des directeurs de théâtre. Enfin, le passage, je pense même que c'est l'inverse. Je pense que parce qu'elle était à la télé, elle était plus bonne pour le cinoche. D'ailleurs, il y a encore, même si c'est beaucoup moins, mais il y a encore quand même toujours ce truc de... Par exemple, tu tournes dans Plus belle la vie, au hasard. Je pense que personne ne va t'appeler pour le cinoche. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même... Bon, moi, je ne suis pas une grande fan de Plus belle la vie, mais il y avait quand même une qualité de programme à l'ORTF. Sandra était fan, apparemment. Elle était fan, ouais. Bon, on a une fan. Non, mais de toute façon, c'est clair qu'il y a des très bons comédiens et des très bonnes comédiennes dans Plus belle la vie, ça c'est sûr. Et c'est pas pour ça qu'on va les appeler au cinéma. Ouais. Parce qu'ils sont étiquetés sur Colette ça. Renard, qu'on a revu dans Plus belle la vie, tout le monde a dit c'est sympa les nuits d'une demoiselle, mais en fait si elle avait pas fait Plus belle la vie, on la voyait nulle part. C'est ça. Non, c'est ça. Et puis alors l'autre problème pour Alice Sapritch, c'est que donc avec la télé, elle commence à devenir très populaire et puis du coup on l'appelle après les émissions et le téléphone sonne et ça Guillaume Manotto il ne supporte pas. Donc elle disait chaque soir de passage à la télé, c'était des cris et des larmes chez moi. Elle se tapait une crise de nerfs du mec qui était trop jaloux. Elle était très téléphone. Elle laissait sa ligne de téléphone ouverte et tout le monde pouvait l'appeler jusqu'à la fin de sa vie. Et elle était très conversation elle n'était pas téléphonique. sur liste rouge. Elle n'était pas sur liste rouge. Donc vous pouvez l'appeler. Je ne sais pas si Sandra c'est pareil pour toi. On peut oui, trouver ton téléphone sur internet, je crois. Bien sûr, tu es évidemment. dans les pages. Sur ton site internet apparemment. Qui est hacké. Qui est hacké par quelqu'un qui fait du triolisme. Donc vraiment, si vous allez voir sandracolombo.com, ça n'est pas moi. Hein, on est bien clair. On est sûr, d'accord. On est sûr. En tout cas, je crois. Alors, en tout cas, pour Alice, le succès va arriver ensuite en 71. Elle a 55 ans parce que pour l'instant, elle a joué quand même que des rôles assez sérieux, dramatiques, que ce soit à la télévision ou au théâtre. Et là, d'un seul coup, Gérard Houry, donc le réalisateur de La Grande Vadrouille et du Cornio. Avec qui elle a fait déjà un petit rôle, une petite apparition dans les années 60. En tout cas, le succès arrive donc en 71 à 55 ans dans ce film de Gérard Houry qui s'appelle La folie des grandeurs. Et en même temps à la télévision, dans Vipère au point, tiré du roman de Hervé Bazin, adapté par Jean-Louis Bory. Donc c'est là où va se cristalliser un peu le paradoxe Sapritch. À la fois, on va découvrir qu'elle a une nature comique incroyable et elle est toujours aussi forte dans ses rôles dramatiques. Tu te rappelles de La folie des grandeurs ? Ah oui, ça c'est un film qui a marqué toute une époque. Enfin, c'était incroyable ce truc qu'elle faisait, ce striptease incroyable, sa robe corbeille là qu'elle tournait comme ça, c'était dingue. Et puis elle était en face de deux immenses acteurs. Enfin, je veux dire, faut
faut y aller pour tenir. Parce que en vrai, quand on parle de la folie des grandeurs, il y a Louis de Funès qui apparaît, je crois, en premier, et ensuite, je sais même pas si Montand est cité. Enfin, en tout cas, moi, quand on dit la folie des grandeurs, je me dis ah ouais, Alice Sapritch et Louis de Funès. C'est presque comme si elle avait une puissance telle que c'était pas un petit rôle, quoi. C'est ce qu'elle dit. Hein. Et pourtant, dans le film, moi je l'ai revu donc, à l'occasion de l'enregistrement de cette émission, finalement, elle apparaît pas tant que ça. Elle a pas tant de scènes que ça. C'est vraiment sur la fin. C'est ce qu'on appelle une voleuse de scène. Ah ouais. Ah mais complètement, parce qu'elle dit en salle de projection avant la sortie du film, De Funès et Montand qui n'étaient pas forcément très agréables et qui lui parlaient pas plus que ça sur le plateau, quand ils ont vu le film, quand la lumière s'est rallumée, ils ont fait « Ah ben tu étais formidable !» Bah oui, Coco. Ils ont peut-être même commencé à pétocher. Parce que la scène du striptease, elle le raconte dans ses mémoires. Elle dit ils avaient fait venir une nana du Crazy Horse pour m'apprendre à faire un striptease, comme si à moi il fallait m'apprendre des choses. Et en fait, la nana, elle dit j'ai répété 1 heure avec elle et il y avait qu'une seule prise pour le striptease, qu'une seule prise. Plusieurs caméras, mais qu'une seule prise. Et donc elle dit je les ai soufflés à la fin de ça. Et le soir, Montand est approché de la nana du Crazy Horse en disant mademoiselle, je peux vous inviter à dîner. Elle dit non, je dîne avec Madame Sapritch. Et donc ça avait cassé le truc de Montand qui était, comme on le sait, un grand cavaleur. Un grand cutard. Et est-ce que tu as vu Vipère au point? Parce que ça, oui, c'est quand même, bien sûr, pareil. C'est un grand souvenir, ça, de quand j'étais jeune et fraîche. J'avais lu le livre et j'avais vu le film. Et franchement, c'était incroyable. Folcoche, elle est incroyable. Elle est née pour jouer Folcoche, on a l'impression. Hein. C'est dingue, parce qu'elle se sert justement de ce physique assez particulier qu'elle a, où elle d'un coup, elle a un truc, un rictus qui la durcit vachement et on se dit oh, on n'aimerait pas du tout être à côté d'elle à ce moment-là. Et ça, c'est très impressionnant, je trouve. Et ce qui est fort, c'est qu'elle rend le personnage qui, pourtant, a priori, n'est pas excusable, ce personnage de femme très dure. Oui, on a presque un peu d'empathie pour elle. On comprend. Et bien, sur la fin, quand elle fait une déclaration à son fils, et même, elle parle un peu de sa relation avec son mari, c'est un mariage un peu forcé. Et c'est vrai que c'est très beau ce qu'elle fait. C'est-à-dire que quand on a les deux apparemment, penchants... c'est pas dans le bouquin. Quand elle parle, elle dit vous m'avez fait 3 enfants dans le noir. Oui, ce que je trouve génial, parce que je trouve que c'est comme si elle disait en fait vous êtes le fruit de viol. En fait, apparemment c'est pas dans le livre. Je ne l'ai pas lu. Je me rappelle plus. Mais c'est pareil, moi j'ai eu à l'école. Je sais que c'est assez glaçant. Je trouve qu'en plus la première scène où on la voit, parce que les enfants attendent le retour de leur mère, il lui saute au cou quand elle sort du train et tout de suite elle leur fout 2 baffes. Elle dit mais qui vous a élevé comme ça? Et là tout de suite on voit ce que tu dis, la rigidité, le port de tête, tout ça. Elle est glaçante. Et effectivement, vous m'avez fait 3 enfants dans le noir, c'est terrible. Enfin, là, il y a un basculement dans les 5 dernières minutes du film qui sont... Et alors moi, j'ai vu, je conseille, parce qu'il y a maintenant, Lina a une plateforme qui s'appelle Madeleine, où on peut voir des films tournés pour le RTF qui sont de grande qualité, dont La Bonifa, qui a un rôle absolument incroyable. Une nana très seule dans un village juste avant la guerre de 14 qui est une notable mais qui est amoureuse d'une jeune femme et qui pour ça est moquée, mais pire que ça, elle est harcelée, etc. Et elle devient l'héroïne de son village pendant la guerre de 14 parce qu'elle va faire montre d'un courage, d'une bravoure que les hommes n'ont pas eu. Et donc c'est un rôle assez iconoclaste qu'elle a tourné, mais qui fait partie d'une longue liste en fait de grands personnages. Alors on a oublié un peu l'auteur de La Bonifa, mais c'était un académicien. Enfin, je veux dire. Oui, parce qu'elle allait chercher quand même les trucs pour la télé à chaque fois. C'est elle qui montait les projets. Elle allait chercher les pièces. Elle en parlait à Bory. Bon, après quand Bory est décédé, elle a dû faire autrement, mais c'était elle qui allait. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le succès à la télévision, ça donnait pas plus d'idées aux producteurs de télé que de théâtre ou de cinéma. Si elle s'était pas bougée, ce serait jamais rien passé. Et donc c'est en 71 donc, qu'elle devient une star, et ça on peut le voir dans ses mémoires et dans tout ce qu'elle a pu dire. C'était son rêve d'être une star. C'était marrant parce qu'elle avait quand même les artistes, ils travaillent, ce qui est important c'est qu'ils travaillent, mais là son rêve c'était vraiment d'être une star. D'ailleurs dans un de ses livres il y a tout un chapitre qui s'appelle Je suis une star, et c'est ce qu'elle voulait. Alors, est-ce que ça en était une? C'est une passion pour toi? T'as envie d'être une star? D'être une star? Alors écoute, encore plus que tu n'es, bien sûr. Bien sûr. Moi j'ai une phrase, oui bien sûr, je crois, on va pas se mentir, quand on fait ce métier, on a hyper envie d'être célèbre, d'être célébré, reconnu, etc. Après, moi j'avoue que ça m'a un peu passé, parce que je connais des gens qui sont très connus, et franchement,
c'est hyper chiant. Leur vie est un enfer, en fait. Mais c'est l'enfer. Et donc, moi, j'ai longtemps travaillé avec Laurent Ruquier à la télé. Et Laurent, il dit un truc qui est très... Je dis Laurent comme si je le connaissais. Lolo, on l'appelle comme ça. Je le connaître un petit peu. Oui, je le connais un peu, mais c'est pas non plus mon pote. Et en fait, il dit un truc qui est très juste, je trouve. Il dit, moi, j'ai toujours voulu être célèbre. Et quand c'est arrivé, quand en sortant de chez moi, tout le monde m'a reconnu, je me suis dit, comment on fait pour revenir en arrière ? Et on peut pas. Ouais. Et en fait, ça, pour moi, c'est un truc où je me dis... Et moi, pour citer, par exemple, mon amie Nicole Ferroni, Nicole qui est beaucoup plus connue que moi, beaucoup plus identifiée, etc. Quand on va déjeuner ou dîner ensemble, mais... Ouais, tout le monde la regarde. Il y a tout le temps des gens qui viennent nous voir. Et t'es là, tu fais, excusez-moi, on a une vraie conversation, putain. Non, mais mais voilà, et c'est un truc. Et par exemple, un jour, j'étais avec quelqu'un d'autre très connu aussi, très identifié, à qui il venait d'arriver un truc pas cool, qui était en larmes dans la rue. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, et moi, j'étais en train... Alors bon, je fais 1m50, hein, donc pour protéger quelqu'un, c'est un peu difficile. Mais j'étais comme ça, en train d'essayer de dire, cassez-vous, en fait. Vous voyez pas que cette personne est dans la douleur et tout, et les gens n'en ont mais strictement rien à foutre, parce que on leur appartient quand on est à la télé. Et je pense qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alice Sapritch, elle était une icône de la télé, il y avait qu'une chaîne. Donc c'était encore... Enfin, moi, quand j'étais à la télé, on était des rockstars. Bien sûr, j'ai fait On ne demande qu'à en rire. Honnêtement, c'était hallucinant. Et je m'en rendais pas compte parce que ça ne m'était jamais arrivé et que je trouvais ça finalement assez normal. Hein, enfin du don, alors ouais, on se crève quand même la paillasse à faire des sketchs pour passer à la téloge et tout ça. C'était énormément de travail. Donc je me disais, c'est cool que ça plaise aux gens. Et je trouvais ça sympa. Mais il y a un engouement qui est dingue. Ah mais il y en a un qui est très drôle là-dessus, c'est Michel Duchossois. Claude Villers lui demandait dans le tribunal des flagrants délires, mais Michel Duchossois, on vous reconnaît dans la rue ? Il dit oui, mais quand on me reconnaît, je dis que c'est pas moi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un des trucs qui est dans la série de Foresti, d'ailleurs, Désordre, où Foresti, elle dit à son agent, et son agent dit toujours non, c'est pas elle. Elle lui ressemble, mais c'est pas elle. Et les gens sont dépités parce qu'ils sont on dirait que c'est elle. Vraiment elle. Quand même pour une photo. Et moi, j'essaye de faire avec ça. Avec son voisin qui la prend tout le temps en photo. Oui, c'est pour ma tante. Et mon voisin, son voisin, c'est mon mec. Christophe Canard. Christophe Canard, l'inénarrable. Celui qui n'écrit pas de pièces pour qu'on gagne pas d'argent. Autant de l'ORTF, c'était qui les autres stars de la télé en France ? Il faut dire qu'après l'ORTF, il y a eu 2 puis 3 chaînes, mais il y avait quand même dans les grandes stars, c'était les tenancières du boulevard. Il y avait Jacqueline Maillan, Sophie Desmarais, Maria Paco, Marthe Mercadier qui était arrivée aussi à la même époque. Mais là, tu parles plutôt de Au Théâtre ce soir. Effectivement, Marthe Mercadier faisait des séries. Il y avait Claire Nadeau aussi qui a commencé dans... C'est ça, mais c'est ce qu'on s'en rend compte justement en voyant le parcours d'Alice Sapritch, c'est que c'est peut-être une des premières femmes actrices qui a eu un rôle aussi important dans la comédie au cinéma. Au cinéma, ouais. Parce que justement, toutes ces contemporaines, Maillan, tout ça, finalement, elles sont restées un petit peu au théâtre ce soir, donc avec la télé, mais au cinéma, elle est devenue un peu une femme c'est vrai comique. que Jacqueline Maillan, on la voit dans Archimède le Clochard, où elle est très très drôle. Elle est très drôle dans Archimède le Clochard, mais Jacqueline Maillan revient un peu plus sur le devant de la scène, et moi, c'est là où je la trouve la meilleure, et elle le dit elle-même. Là où elle est géniale, c'est chez Jean-Pierre Mocky. On la voit dans Les Saisons du Plaisir, on la voit dans Une nuit à l'Assemblée nationale où elle fait Arlette Laguiller. Enfin, il y a des trucs. Si vous voyez Jacqueline Maillan dans Les Saisons du Plaisir, à moitié à poil en train de faire du téléphone rose, elle dit enfin, on m'a laissé l'opportunité d'être trash. Mais d'ailleurs, c'est vrai que Jacqueline Maillan, je pense que c'était une des grandes comiques de la télé, du théâtre, du cinéma français un petit peu. Mais en fait, à la fin de sa carrière, on s'est dit, elle peut faire du dramatique, il y a Coltès. Mais ça arrive très tard, contrairement à Sapritch. Mais en réalité, on pourrait aussi dire, il y a des très bonnes fans comiques, on n'a pas besoin qu'elle fasse les deux. Enfin, je veux dire, Jacqueline Maillan, honnêtement, elle aurait pu faire que ça, et c'était déjà énorme. Non, mais c'est vrai qu'après, dans la catégorie dans laquelle jouait Sapritch à la télévision, qui n'est pas celle de Maillan ou de Marthe Mercadier, c'est qu'elle faisait donc ce qu'on appelait les dramatiques. Et généralement, les dramatiques à la télévision, c'était souvent des sociétaires et des pensionnaires du français. Exactement. On retrouvait beaucoup Lise Delamarre, des anciennes, Berthe Boïf. Enfin, c'était vraiment plutôt des femmes de la comédie française qui faisaient les dramatiques. Alors les dramatiques, Alice Sapritch en a fait aussi beaucoup, mais à son corps défendant, dans des comédies au cinéma. On va entendre un petit extrait. Je suis comédienne, je suis actrice, on me propose une chose et c'est mon métier d'accepter ou de refuser. Moi j'attache beaucoup d'importance au dîner avec le metteur en scène avant.
C'est avec le metteur en scène, en dînant avec le metteur en scène avant que je décide si je pourrais m'entendre, si le mariage peut se faire ou non. Non, il ne faut jamais me demander est-ce que vous aviez envie d'être Eva Braun. Non, les choses se présentent autrement dans ma carrière. On me propose ça, ça me plaît, je le fais. Ah, Madame Eva, veuillez donner le coup d'envoi. Voilà, Madame Eva veuillez donner le coup d'envoi. C'était Michel Galabru, hein, pour ceux qui l'ont reconnu. Dans Le Fureur en folie. Est-ce que tu as vu ce film, Sandra? Non. Il est sur YouTube, il faut le voir. Et là, je commence à regretter. Eh bien oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, Alice Aprich dit, et ça, elle le dit souvent, qu'elle, ce qui lui importait, c'était les rencontres avec les réalisateurs. Ouais. Elle n'acceptait jamais un projet sans rencontrer le réalisateur. Alors là, elle a dû rencontrer donc, Philippe Clair. Elle a accepté. Parce qu'il faut rappeler quand même le pitch du Fureur en folie, qui est donc que la Seconde Guerre mondiale s'est jouée sur un terrain de football, donc avec Alice Aprich en Eva Braun, Henri Tizot, connu plus généralement pour ses imitations du général de Gaulle qu'il a fait Adolf Hitler, et bien sûr Michel Galabru, Roger Carrel, Patrick Topalov, toute une Louis Rego, toute une pléiade d'acteurs dramatiques de tragédie, bien sûr. Et il faut dire que les deux, Henri Tizot l'a dit dans des interviews, tout comme ça, ils pensaient vraiment que ce film allait relancer leur carrière et révolutionner l'histoire du cinéma, ce qui n'est pas le cas. Je vous conseille la vision du film. Alors, il est disponible sur YouTube. C'est pas facile, c'est pas facile à regarder parce que c'est vraiment très très mauvais. On peut beaucoup le dire. De gags visuels. Beaucoup de gags visuels, beaucoup de gags déjà, c'est très gentil, toi de dire. Non, ce qui est mignon, c'est que dans une interview, Alice dit quand même que elle a accepté ce film, donc elle incarne Eva Braun quand même, c'est pas rien, même si elle a une sexy Eva Braun, très sexy avec des jolies petites couettes blondes, mais naïvement, elle dit qu'elle espère que ce film va peut-être pouvoir être vu par des dictateurs et qui vont ils vont plus avoir envie d'être dictateurs du coup. Parce que vu qu'ils sont montrés comme des bouffons, peut-être qu'après ils vont se dire bah non, en fait dictateur c'est pas très bien, c'est quand même mignon. C'est pas mal. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation dictateur finalement? Je pense que ça a l'air pas mal. Ils s'accrochent en tout cas, ceux qui le sont, ils lâchent pas l'affaire, donc on peut imaginer que c'est peut-être pas mal. Donc, mais c'est vrai que quand on voit les titres, le plumard en folie, le trouble-fesse, un clochard dans mon jardin, au théâtre, enfin Drôle de zèbre, Drôle de zèbre, qui est le seul film réalisé par Guy Lux et qui là pour le coup est vraiment encore plus pénible à voir que Le Fureur en folie. Avec Sim aussi, une grande star de mais Claude François également. C'est vrai que c'est vraiment arrêtez. Enfin, moi, quand je pense à Alice Aprich, années 70, 80, effectivement, théâtre, musical, machin, et puis la série B, de la pantalonnade. Ouais, c'est ça, c'était un peu à l'époque de la grosse comédie à gros sabots. Qui tâche, qui tâche, et on n'en fait plus beaucoup maintenant, alors qu'avant, c'était... Est-ce que c'est un mal? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était libre. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était... On n'en fait plus beaucoup. Il y avait un truc où c'était, je veux dire, les gendarmes à Saint-Tropez, les Bidas en folie, les Charlots, tout ça. À la limite, les gendarmes, c'est le haut du panier. Ouais, mais c'est encore. Voilà, la soupe aux choux, tous ces trucs-là, c'était des trucs. Enfin, je veux dire, la soupe aux choux, pardon, mais quand on lit le pitch, on se dit, excuse-moi, ils vont passer 1h30 à péter. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, j'ai pas lu le livre, mais il paraît que le livre est génial. Le livre est génial. J'ai pas lu le livre. De René Fallet. Non, mais c'est vrai que fallait pas l'inviter. C'est vrai que dans ces comédies, moi, je suis tombée. Mes comparses sont pas forcément d'accord avec moi, mais je suis tombée sur la filmographie d'Alice Aprich, sur un ovni qui s'appelle Les Vacanciers. Le petit plaisir coupable de voir les 3 noms au générique d'Alice Aprich, Michel Galabru et de Paul Prébois. Mais c'est un film de Michel Gérard, qui est un grand réalisateur de nanar. Et pour le coup, il faut dire que dans ce film, Alice Aprich, on dirait pas Alice Aprich. Elle est très sexy, elle aguiche des petits jeunes, elle sort faire la fête avec des jeunes en post-mai 68, et elle dit moi j'ai eu un côté hippie avant l'heure, parce qu'elle a passé sa vie à Saint-Germain-des-Prés, et elle disait dans les années 80, ça me fait marrer quand on m'imite en disant ouais, Alice Aprich au Flore, elle dit mais j'y vais depuis que j'ai 16 ans en fait. Oui, je connais tous les elle a pas eu d'enfant, on savait qu'elle était... elle était branchée par les histoires, qu'elle était branchée cul, qu'elle traînait dans des boîtes gays avec ses copains pour aller voir le cabaret chez Michou et tout ça. Elle avait un côté effectivement fantasque ou libre en tout cas. Copine de drag queen. Oui, parce que c'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'amis homosexuels, Jean-Louis Bory notamment, mais c'était un peu presque l'égérie. Elle dit j'ai eu beaucoup d'amis homosexuels. Dans ce jeu de la vérité, on lui pose la question pourquoi vous avez des amis homosexuels? Je voudrais demander à Madame Sapritch, pourriez-vous me dire si vous fréquentez toujours autant d'homosexuels et pourquoi?
ce n'est pas parce que je n'aime que les homosexuels, non, mais il se fait que dans nos métiers, il y a beaucoup d'homosexuels. Mais comme je ne demande jamais le sexe de mes amis, je suis entourée de gens qui ont beaucoup de talent, ça m'est égal. En plus de ça, je suis une femme seule, les homosexuels sont des gens charmants, qui sont drôles et qui sont célibataires. Alors pour moi, et qui ont une voiture. Alors pendant, vous comprenez, c'est ça. C'est mon péché mignon. Je n'ai pas de chauffeur. J'ai des amis qui ont des voitures et notamment mes amis homosexuels, ils sont 2. Pendant que l'un gare la voiture, l'autre ouvre la portière. Alors je suis toujours. Et c'est vrai qu'elle était assez libre, et on le voit dans ses films, dans ses comédies qu'on pourrait juger comme des nanars, mais on voit qu'elle s'éclate. On voit qu'elle s'éclate. Les vacanciers, ils rigolent tout le temps. Hein. Mais oui, ils ricanent tout le temps, c'est même assez pénible. Mais elle s'éclate, et on sent que peu importe, comme elle dit, la qualité du film, ce qui compte, c'est de s'amuser. Mais de toute façon, je pense que c'est aussi pour ça que ces films ont autant fonctionné, autant marché, parce qu'il y a une sincérité absolue. Tu es obligé. Enfin, tu sais que tu ne vas pas révolutionner le cinoche quand tu fais ça. Tu sais que tu ne vas pas avoir un César. Mais il y a une joie intense à jouer, au sens de vraiment jouer, comme quand on est petit, on joue aux Indiens et aux voleurs. C'est ça ce qui fait tout le sel du métier de comédien, je trouve. C'est ce truc de dire, on joue. Purée, c'est génial voilà, et tu joues à faire n'importe quoi. Après, ça a été un peu difficile pour elle, comme elle dit effectivement cette année 71, qui est l'année dorée pour Alice Sapritch. Elle dit après coup, on me proposait que des sous Vipère au point, des sous Folie des grandeurs, et elle est allée voir Gérard Houry en lui disant quelques années après, elle avait quelques difficultés de pognon. Elle lui dit mais tu veux pas me faire tourner, et puis tu comprends, j'ai ça comme problème. Et donc elle a mangé avec Gérard Houry, et à la fin du repas, il lui a donné le numéro de son conseiller fiscal. Elle disait merci Gérard. Merci Gérard, quoi. Et donc elle dit on se croise de loin, mais c'est vrai que d'ailleurs Gérard Houry qui était marié à Michel Morgan, qui pour le coup n'était pas drôle du tout. Oui, elle n'était pas très rigolote, Michel oui, Morgan. Elle n'était pas cataloguée amusante, dans les... Non. Et d'ailleurs, elle n'a pas tourné dans les comédies de son mari, puisque non, mais après, ça, à vérifier, mais elle cite très souvent Sapritch, parce que là où elle a eu de la reconnaissance quand même à la télé, elle dit qu'elle a eu un Oscar en 64 pour La Cousine Bête. Alors, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui peuvent... Oscar. Elle dit, Monsieur Robert Stack m'a remis un Oscar en 1964 pour mon rôle dans La Cousine Bête. Et elle le cite à plusieurs reprises, et je suis allée voir sur Internet quand même. Je me suis dit, est-ce que c'est pas trompé avec les Golden Globes, les machins? Oui. Aucune trace. Je me demande si c'est pas un peu dans sa mémoire, une époque où il n'y avait pas Internet. Oui, c'est ça. Moi-même, j'ai eu 4 Molières et 2 Césars, comme tout le monde le sait. Qui justifie votre présence ici. Tout à fait, complètement. Merci. Et un Emmy. Et un Emmy, ouais. Alors c'est vrai que là, ça va faire d'elle donc une icône. On l'a dit, que ce soit dans ses comédies ou dans ses drames, elle a cette posture. Elle est comme ça, toujours un peu le menton relevé. Elle a des fois son turban, les cheveux enrubannés comme ça. Et en fait, ça va créer, presque, elle va être une icône et elle va devenir presque une caricature. Ça va être facilité par cet imitateur culte, Thierry Leluron, qui, en ce qui me concerne, n'a jamais été drôle. Mais ça, c'est mon point de vue. Il n'est pas très bon, on est d'accord, ça? C'est peut-être le premier ou le seul. Alors, honnêtement, je n'ai pas d'idée par rapport à ça, parce que moi, Thierry Leluron, c'était une icône incroyable. Pareil, et par exemple, je pense que tout le monde se rappelle, tout le monde de mon âge. Moi, je suis née en 72. Je préfère dire que j'ai un an de plus qu'Alice Sapritch, que son divorce. Bon, bref. Et c'était vraiment, quand il a épousé Coluche, par exemple, c'était un truc dingue. Il était tout le temps à la télé, Leluron, tout le temps. Et il squattait tous les plateaux. Il squattait tout. À la radio, à la télé. Donc moi, j'ai même pas d'opinion sur est-ce qu'il était bon ou mauvais. Faudrait que je le revoie. Justement, parce que pour moi, il était là. En fait, il n'y avait même pas de question à se poser. Sûrement qu'il devait être super, puisqu'on le voyait partout. La télé, c'était Drucker et Leluron. C'est ça. Et Drucker est toujours là, comme quoi. En fait, comme c'est une histoire plutôt récente, on peut aller voir justement les extraits. Et honnêtement, c'est un peu dramatique pour Leluron, parce que moi, je l'ai trouvé consternant. Il y a certains trucs, même la fameuse émission, on le voit avec où il fait Giscard, et il y a des proches qui l'interviewent en faisant le... Bonjour madame. Bonjour madame. Parce que c'est pas un très bon imitateur. Il imite pas bien. Et lui, il fait donc Alice Sapritch en disant chérie, chérie, le fameux chérie qui répète à tout bout de champ. Il prend donc le porte-cigarette d'Alice Sapritch, il s'allonge sur un divan et il s'allonge sur un divan pour montrer que. Mais
Et en fait, cette caisse de résonance, comme tu l'as dit, il était partout à la télé. Et ben, ça va faire d'elle une vraie star aussi. Ah ouais. Et donc, ça va être le problème, l'avantage et le problème pour Alyssa Pritch, c'est que ça va devenir presque une caricature. Et elle va devoir presque s'y coller aussi. Elle va peut-être devoir s'y coller un petit peu pour rester célèbre. Et c'est compliqué pour elle, parce qu'elle s'est engueulée avec le Luron. Et vous voulez peut-être, mes chers amis, faire référence à cette archive chez Bouvard, qui est vraiment justement incroyable. On va l'écouter justement. Je crois que le vice de Sapritch, c'est d'être imité, mais par vous seulement. Elle ne supporte pas que d'autres Absolument. l'imitent. Tous les tableaux du midi, etc. Non, je dis non. Oui. Thierry, oui. Parce que finalement... on est à la même hauteur, vous comprenez oui. Oui, nous sommes pareils. Non, mais c'est une question de talent. Et de il a standing. du talent, j'ai du talent, Oui. donc il peut m'imiter. Oui. Mais je ne veux pas que les sous-fifres de Thierry m'imitent. Et j'ai remarqué d'ailleurs que ceux qui vous imitaient, et qui n'étaient pas le Luron, vous imitez le Luron en train de vous imiter. C'est ça. Et ça m'agace profondément. Vous le savez très bien. Là, on entend bien donc chez Philippe Bouvard, Alyssa Pritch, avec à côté Thierry Le Luron qui n'emmène pas large. Dans l'extrait, on le voit, il est un peu embêté parce qu'effectivement, elle est quand même intimidante. Et au début, donc, elle était amusée par ça, mais après, avec le Luron, ça s'est un petit peu gâté. Non, mais par exemple, il disait je me suis tellement fait tirer la peau qu'on en a fait un sac à main. C'est sexiste, c'est nul. Et surtout c'est qu'elle pas s'était drôle. pas fait tirer la et tronche. pour le coup, elle a toujours eu des rides, etc. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte aussi a posteriori que Alyssa Pritch, elle était méga moquée pour son âge. Ouais. Et tu fais, mais c'est dingue, parce que, alors là, pour le coup, on n'a pas progressé. Hein, les non, gars. ça c'est vrai. Renaud, on se fout de sa gueule depuis qu'elle a 40 ans, c'est pareil. C'est ça, c'était les deux têtes de Turc, elle est moquée parce qu'elle était vieille, et tu fais, mais patate. Mais en fait, ça ne reposait que sur le physique, et c'est dingue, parce que c'est ça qui est fascinant, c'est à quel point elle est caricaturée, imitée pour son physique, qui était quand même, oui, particulier et remarquable, et en même temps, personne ne parlait de son talent, de justement ce grand écart qu'elle arrivait à faire très facilement entre la comédie et le drame, où elle était bonne dans les deux, c'est quand même assez dingue. Et ça me fait penser presque à Coluche, mais à l'envers. C'est-à-dire que Coluche, il a commencé par faire des trucs hyper drôles, et puis au fur et à mesure, il s'est rapproché du drame, et il a fait Ciao Pantin, et voilà, là, d'un coup, tout le monde a dit voilà. Et Alyssa Pritch, c'est l'inverse, quoi. Et on se dit, elle a peut-être que Coluche, il a eu un truc qui l'a tiré vers le bas, parce que bon, la vie, c'est pas forcément simple. Et Alyssa Pritch, elle est partie de très très bas, avec une famille totalement dysfonctionnelle et des trucs pas simples. Et puis elle a été vers plus léger, quoi. Et c'est aussi, je pense, le signe de quelqu'un qui a affronté la vie. Alors évidemment, je la connais pas et je la connaîtrai jamais. Mais on se dit peut-être qu'elle a travaillé sur elle. Enfin, il y a un truc de résilience, quoi, je trouve, chez elle, qui est très fort. Ce que tu dis est drôle, parce que souvent, on dit d'un acteur comique masculin qui va faire un rôle dramatique, on dit il fait son Ciao Pantin. Exactement. Il n'y a pas d'équivalent. Non. Pour les femmes, on dit jamais elle fait sa Ciao Pantine. Non, mais on pourrait faire pour Alyssa Pritch, on pourrait inventer elle a fait son Fureur en folie. C'est l'inverse, c'est-à-dire partir du drame et faire une comédie. Non, mais ce que tu disais par rapport au physique, on en parlait avec Marcel avant l'émission, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si Jacqueline Maillan était belle ou moche, si Jackie Sardou était belle ou moche. C'était des femmes qui s'incarnaient toutes seules, et on faisait, c'était sur les rails. Alors qu'en plus, Alyssa Pritch, de toutes les comédiennes qu'on a citées, Paco, mais Sophie Desmarais était assez jolie, mais les autres... elle, je veux pas me moquer d'elle après leur mort, mais bon, elle, il y avait moyen de faire des blagues sur le physique, tandis que Sapritch, c'était une très belle femme. Mais oui, elle est très très belle, avec des très beaux cheveux. C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi on l'avait catégorisée comme moche. Dans Drôle parce de qu'elle est zèbre, on la drôle. voit à poil, elle est magnifique. Oui, mais c'est intéressant comme théorie. Parce qu'elle est drôle, parce que quand on est drôle, on peut pas être belle. C'est deux choses très différentes. Moi-même, par exemple, j'ai choisi mon camp. Je suis belle. Je suis pas. Voilà. Vous voyez la preuve. Non, mais tu parlais de Josiane Balasco, par exemple. Mais tu faisais le parallèle. Mais Josiane Balasco, quand on l'a... Parce que c'est pareil, bon, Josiane Balasco, toute mon époque. Josiane Balasco, quand on la voit dans Les Bronzés, fond du ski, par exemple, c'était la moche. Ouais. Mais quand on le revoit, moi je l'ai revue. Elle est très mignonne. Elle est hyper mignonne. T'es là, tu fais, mais pourquoi en fait? C'est hallucinant. Oui, alors que Marianne Chazelle est pas si belle. Non, mais je veux dire, c'est vrai. En fait, on stigmatise des nanas. Enfin, je veux dire, effectivement, Jacqueline Maillan, elle a jamais mis son... Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est que
effectivement, elle est comique, mais aussi, elle est dans la séduction, Sapritch. Ouais. Oui, Elle est complètement. élégante, etc. Elle s'est pas oubliée en tant que femme. Enfin, je C'est veux ça. dire, elle a envie Elle de même pousser loin la féminité. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on lui pardonne pas. Mais j'ai l'impression que Jacqueline Maillan, enfin quand même, elle fait à peu près la même chose. Quand on voit par exemple la pièce qui s'appelle Croque-Monsieur, bah, dans Croque-Monsieur, Jacqueline Maillan, elle croque des messieurs, quoi. Enfin, clairement, littéralement. Sauf mais que Jacqueline il y a un Maillan, elle a truc, commencé dans la comédie finalement. Mais il y a un truc de la séduction aussi chez Jacqueline Maillan. Ouais, mais moins, je trouve. C'est marrant parce que Jacqueline Maillan, pour moi, c'est presque comme si elle n'avait pas de sexualité. Oui, Alors c'est que ça, c'est vrai. Sapritch, il y a un truc qui apparaît quand même de dis donc. Parce qu'elle joue comme et qui ça, a là, été ouais. bien Côté un peu utilisé félin, d'ailleurs dans la très bonne et très joyeuse histoire de Colino Trousse-Chemise de Nina Companès. Alors on sent le post mai 68, c'est très cul. Il y a une scène qu'on peut voir sur YouTube avec Francis Huster très jeuneau qui se fait malmener par une Alice Sapritch qui joue un seigneur forceur. Ça change. Ouais. Ça change, dis donc. Ouais, exactement. Mais c'est vrai Donc que- c'est très marrant. C'est vrai que pour parler de la mocheté, on n'a pas reproché à Louis de Funès d'être moche ou à Coluche d'être moche. Mais non, C'est on fou. n'en C'est pas parlait des pas. canons Fernandel, on s'est moqué Ah oui. de lui, mais néanmoins on l'a laissé faire plein de. Enfin, je veux dire, Mais ouais. on lui a proposé tous les types de rôles. Et on n'en parlait pas, c'était pas un sujet, alors que Sapritch, ça a été principalement un sujet. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. Et c'était difficile pour elle d'en sortir d'ailleurs, parce qu'elle était coincée presque là-dedans. Il y a un moment, effectivement, on a une autre archive où elle en a marre de Le Luron. Et après sa blague, effectivement, sur les traits tirés, la peau de croco, elle menace même de porter plainte. Elle lui a demandé, par télévision interposée, d'arrêter de l'imiter comme ça. Puis Voilà. il y a un truc, c'est comme les blagues de blonde, quoi. Il y a un moment, les gars, soyez C'est lourd, intelligents, ouais. purée. Il faut se renouveler, quoi. Passons à autre chose. Il y a autre chose à dire que elle est moche, elle est grosse, elle est con, vieille, ouais. elle est. Enfin, Et puis putain. c'est très dur pour elle parce que même le truc du fume-cigarette qui est assez reconnaissable dans les imitations de Le Luron, tout comme après Claude Véga a pu le faire pour Delphine Seyrig, elle dit mais putain j'ai le même fume-cigarette que j'ai acheté à Bruxelles quand j'avais 16 ans et il n'est pas démesuré, non c'est un petit fume-cigarette. Il va être crado. Hein, Il faut le nettoyer au coton-tige et là tu vois ce que tu as sur Au les cure-pipe. poumons et c'est Au cure-pipe, tout à fait. Eh oui. Non, parce que c'est vrai qu'au théâtre, elle va aussi, elle qui a toujours fait, qui a joué Dostoïevski, qui a joué quand même des Eschyle, tout ça. Là, elle va commencer aussi une carrière dans le boulevard aussi, enfin dans le boulevard en tout cas de la Super comédie. Dupont. Super Dupont, quand même de Savary, avec Bouvard, donc son ami qu'elle a. Ami ennemi. Oui, Bouvard. elle le tolérait parce que finalement, elle a participé aux grosses têtes. Je pense que là, mais elle est. C'était la seule nana d'ailleurs. Avec, elle citait Claude Sarraute, je crois, qui venait de temps en temps. Ouais, mais c'est vrai que c'était un peu sans mauvais jeu de mots, une tête de turc, mais elle l'acceptait et elle devait. Ouais, bon, c'est un peu préparé. Lisez la page Wikipédia d'Alice Sapritch et vous comprendrez vraiment cette vanne, la profondeur. Merci. Non, mais aux grosses têtes, elle dit moi j'y vais, je sais pourquoi j'y vais, on me moque, mais en attendant, je suis souvent la seule femme du plateau et j'y trouve aussi mon compte. Ça lui permet d'exister, même si Bouvard, il faut reconnaître que moi qui avais un peu une fascination pour l'homme de télé qu'il était, plus je regarde les archives, plus parfois je me dis waouh, c'est un peu c'est un peu border. Ouais, c'est un peu border. Ah mais pas un peu d'ailleurs. Non, complètement border. Finalement, il est très bien dans La Loue la cuisse quand il fait l'émission avec Tricatel et De Funès. Il est tout à fait dans son personnage. Mais c'est vrai qu'on lui doit beaucoup quand même, Alice Sapritch. Elle a quand même ouvert la voie, je pense, à pas mal de comédiennes qui se sont Moi, je pense autorisées par à exemple à Claire Nadeau, qui est excellente dans le comique, mais qui peut faire les deux. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Moi, je l'ai vue dans une pièce Claire Nadeau à Avignon qui s'appelait Miss V. Il y avait peut-être quelque chose d'autre, mais elle était incroyable. Et puis c'est pareil, Claire Nadeau, c'est une très grande comédienne. Maintenant, les jeunes, ils la connaissent par les tuches. Ah ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est pas une star non plus. Enfin, je veux dire, pareil, elle a percé. Elle a fait les compagnons de bal, par exemple, quand elle était très jeune. Mais en fait, elle a plutôt explosé plus tard. Elle a explosé beaucoup quand elle a fait Colaro, surtout. Enfin, Coco Boy et tout ça. Je vous rappelle que j'ai un âge. La grande télé. La grande télé, avec les plémères. Mais Alice Sapritch dit qu'elle aime beaucoup le. Alors pourtant, elle n'était pas tout à fait à droite, ni tout à fait à gauche, mais elle dit qu'elle aimait beaucoup le Colaro Show. Elle disait qu'elle trouvait ça dommage d'ailleurs qu'il y ait autant de. Que les marionnettes finalement se suffisaient elles-mêmes et que les présentateurs n'avaient pas forcément à se déplacer. Même si je dois dire que Quelle est cette secte étrange m'a fait toujours beaucoup rigoler. Bon, donc en tout cas, Alice Sapritch, elle va continuer un petit peu à faire sa carrière au cinéma. Bon, elle va pas continuer au cinéma à avoir des super grands rôles. Elle va quand même jouer pour André Téchiné.
Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et elle va aussi avoir grand amateur de vieilles actrices comiques comme Marthe Villalonga, tout à fait, par exemple, qu'on aime beaucoup. C'est vrai. André Téchiné, c'est un peu notre American Horror c'est notre Ryan Murphy. Ryan Murphy français, un peu glauque, qui fait tourner les actrices un peu plus âgées. Jean-Pierre Mocky, il y a ce côté-là beaucoup. Oui, c'est vrai. Je relance les saisons du plaisir, mais il y a quand même Charles Vanel et Denise Gray à 100 ans qui jouent dans le film. Mais elle va quand même avoir un dernier grand rôle que va aussi tenir Muriel Robin. Donc le parallèle est assez intéressant, en jouant Marie Bénard, d'Yves-André Hubert, dans un téléfilm en 2 parties pour TF1, télévision française numéro 1, et qui est pas mal du tout. Effectivement, je l'ai vu. En tout cas, c'est un téléfilm, un peu vieillot, mais il y a de très bons acteurs, et notamment Alice Aprich qui joue Marie Bénard et qui est poignante. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu ou si tu as vu. Alors je l'ai vu, j'ai aussi vu celui avec. Je l'ai vu il y a longtemps, parce que, évidemment celui avec Alice Aprich, et évidemment j'ai vu celui avec Muriel Robin. Voilà. D'accord. Non, mais parce que Muriel Robin, par exemple, elle a aussi fait le conservatoire. Ah oui. Et c'est son drame. Elle dit très clairement, personne ne me donne de rôle dramatique. Voilà. Alors moi, je trouve qu'elle tourne beaucoup. Moi, je pourrais me plaindre, par exemple. Mais Muriel, non. Excusez-moi bien fort, Muriel Robin. Oui, mais elle a fait, comme elle dit, au cinéma, elle a fait que 2 films. Ben ouais. Enfin, je veux dire, c'est vrai, pour une actrice qui est tellement aimée en France oui, mais que c'est toujours pareil. Je sais pas, c'est toujours pareil. C'est très compliqué, je trouve, cette question, parce que c'est soit... Muriel Robin, pendant très longtemps, elle a fait de la scène, elle a fait du one, elle a fait des sketchs qui sont mythiques, que tout le monde connaît, qui ont été écrits par Palmade, qui sont incroyables, où elle est hyper forte. Elle a fait ça. Ensuite, elle a fait beaucoup de téléfilms. Et forcément, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Plus belle la vie. Quand tu es dans ça, les réals de Cinoche, ils ne viennent pas te chercher. Parce que t'es trop étiqueté, machin. On peut dire la même chose, par exemple. Est-ce que Gad Elmaleh a fait beaucoup de films, à part ceux qui s'est fait lui-même, Coco et tout ça? Il en a... À part 3 apparitions chez Woody Allen, c'est vrai. C'est un truc où... Voilà, alors est-ce que... Elle dit, et c'est probablement extrêmement juste, elle dit c'est parce que je suis lesbienne et qu'on ne me donne pas de rôle. Il y a certainement de ça. Il y a certainement de ça. Il y a le fait qu'elle soit maintenant, elle a passé 50, peut-être même 60 ans, c'est mort. C'est très compliqué, on le sait, pour toutes les actrices, c'est comme ça. Et comme tu l'as dit, un peu comme pour Jacques Timagnan, elle était, pour moi, pas sexualisée non plus. Mais c'est ça, elle a un côté très... où c'est une puissance comique, en fait. Et c'est compliqué pour elle de vendre quelque chose qui est plus dramatique, alors que c'est pareil. C'est ce qu'on disait pour Alice Aprich. Quand on est une très bonne comédienne comique, on est forcément, je crois, une très bonne comédienne dramatique. Parce que ça nécessite, parce que ça nécessite une grande sincérité. Et pourtant, on va surtout demander l'un ou l'autre. Alors que, par exemple, il y a des gens qui ont eu des carrières au théâtre extraordinaires, des hommes comme, je sais pas, Pierre Arditi ou Jacques Weber, qui ont vraiment fait les deux. Ah ouais. Et ça leur a jamais posé de problème. Mais non, mais ce sont des hommes. Oui. Vous l'avez dit, Marcel. Et voilà. Et ils n'ont pas de nichon. Et ils n'ont pas de nichon. Bon, Alice Aprich a aussi poussé un petit peu la chansonnette avec un titre qui rentrait dans les charts des nanars aussi pour la chansonnette. On va écouter un petit extrait, c'est Slovez-moi. Slovez-moi. Mais c'est ultra sensuel, hein, en fait. Chérie. Ah, chérie. Slovez-moi. Mais c'est un peu Amanda Lear, en fait. Totalement. On s'en lasse pas. C'est vrai, c'est assez drôle. D'ailleurs, j'ai retrouvé un extrait aussi où Alice Aprich est invitée chez Thierry Ardisson sur TF1. Et en fait, elle a été appelée en dernier recours parce que Amanda Lear avait fait défaut. Et donc, mais elle a dit je suis ravie de remplacer Amanda Lear, qui est une grande artiste aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle aussi à faire avec elle. Il y a un parallèle assez incroyable. C'est un peu le même genre, la vieille gloire du musical, un peu désabusée, marrante, bonne cliente des médias et tout ça. Hyper drôle, très en phase avec ce qu'elle représente. Ouais, c'est ça, un peu drague parce que c'est des femmes gays complètement. Mais ce qui est drôle avec moi j'aime beaucoup quand Alice Aprich chante. Elle chante les bananes et les noix de coco dans Les Vacanciers. C'est aussi un plaisir auditif. C'est pas très bien d'ailleurs. Elle a peut-être dû prendre des cours de chant. Oui, je pense qu'elle s'est améliorée, mais c'est vrai. Elle a fait quelques titres et Amanda Lear, qui elle a beaucoup enregistré de trucs de disco qui sont ma foi tout à fait écoutables et très drôles. Mais elle disait, je sais très bien que quand je chante des conneries, je ne vends pas la chanson, je me vends moi. Alors je sais pas si Aprich, en s'auto-parodiant avec le Chéri Chéri, avait la même démarche, mais Alice Aprich n'a jamais été dupe de l'image qu'elle avait, qu'elle renvoyait à la télé ou au cinéma.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Alice Sapritch pour toi, Sandra, au final qu'est-ce qui te reste d'Alice Sapritch? Alors, il me reste évidemment La Folie des Grandeurs, Vipère au Point, Marie Bénard aussi, dans les rôles dramatiques. Je ne l'ai jamais vue au théâtre, mais j'aurais adoré la voir au théâtre dans des pièces classiques. Ça, j'aurais adoré. Et puis, pardon, on n'en a pas reparlé, mais la pub Gexfour, les gars. Bon, alors avec ses gants, allez. À la avec demande ses générale, gants dorés. à la Mais je demande vous en générale, je supplie. te le passe. Merci. Avant, j'étais moche. Mon Dieu, cette Ma phrase. vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'exfour. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. Gexfour, il agit à fond. C'est chouette, la vie. C'est génial. Un bon résumé, ça. La vie, c'est vraiment chouette la vie. Ça montre Il quand même qu'elle agit avait de l'autodérision. à fond. Non mais excusez-moi, on Oui, est ça dans joue un sur sa truc sensualité ultra encore. sexuel encore. Enfin, Oui. avant j'étais moche. Il a tout changé. Enfin, pardon, il y a un truc qui est dingue. Il faut voir et il faut l'image voir aussi. la pub. Elle a des gants dorés. Moi, ça me fascinait. J'étais là. Waouh. Surtout, je vois pas trop le rapport. C'est assez tiré par les cheveux. Avant, j'étais moche et depuis Gexfour, je suis Bah, quoi, avant, je- elle a un peu comme Parce si elle avait mis la tête dans le four. Ouais, elle est c'est toute ça, décoiffée. son four était tout crado, ça sortait tout noir, le Bon, fumet. Gexfour rebelle, Mais c'est ça. C'était, ouais, mais il y a quand même une drôlerie intense dans cette pub. Et puis, il faut avoir beaucoup de recul sur soi-même, je pense, pour faire ça. Oh Parce oui. qu'elle le fait ultra premier degré, Même quoi. si tu le fais pour les impôts, faut quand même y aller. Faut Et assumer c'est le beaucoup truc. plus drôle que Danacol ou Bah, bien sûr, à bien sûr. Baguise. Ah, Puis bah, c'est clair. tout le monde l'apostrophe dans la rue. Hey, Gexfour. Et elle le dit. Elle dit, bon, Ça chier devait être quand chiant. même. Ouais, ça devait être chiant. Ah ouais. Et ouais, t'as joué Hamlet et on te dit Gexfour. Ouais, Tu dois être un ça peu fait vénère. effectivement, j'avais besoin de payer mes impôts. Oui, cette c'est année. ça. Ça vous arrive aussi, Sandra? Ça t'arrive ça Ouais, aussi bien sûr. Bah, j'ai tourné tellement de pubs. Alors moi, Ah, on te dit alors, toujours vous pouvez me voir. Ruquier ou pas, non? Ah oui, moi on me dit Ouais, toujours Ruquier. bien Ça sûr. c'est fascinant. Ça fait 10 ans maintenant. Et on me dit, il est sympa Laurent Ruquier. Et c'est vrai que Catherine Barma, elle comprend rien. C'est là, ouais. Et aussi beaucoup on me demande comment étaient mes camarades. D'accord. Et alors, est-ce que machin, il est sympa paraît qu'il a une et peau de machin. vache, ouais. C'est vrai que machin. Et les gens, ils préfèrent quand tu leur dis ah ouais, les pots de vache. Non, j'étais sûre, hein. en vrai, ça dépend qui. En vrai, ils préfèrent quand Ils on veulent leur être dit qu'ils rassurés. sont sympas. Ouais, Il va- c'est il ça, va- c'est voilà. ça. Et donc C'est ça. Ruquier, alors, il est sympa? Il est... Laurent, comme tu disais. Ouais, maintenant je tout à l'heure. fais payer ces infos. C'est 50 €. Si vous me croisez dans la rue, voilà, préparez vos chèques. Alors, Est-ce avant que de ça n'est terminer. pas l'heure du jeu? Avant de terminer l'émission, oui, il y a un effectivement, on jeu. va faire un petit jeu. Bien oui. sûr, il y a un jeu. On a parlé donc de pas mal de la filmographie d'Alice Sapritch qui s'est composée de pas mal de nanars, comme on dit, avec des titres des fois couchés dehors. Donc j'ai un petit jeu que je vous ai préparé où je vais vous lire le résumé d'un film ainsi que son titre et à vous de me dire si le film existe ou non. Est-ce que vous êtes prête? Ah, Ouais. Allez. D'accord. Alors je commence donc par le premier résumé. Hôtelier de son état, Gaëtan veut accumuler assez d'argent pour pouvoir partir à Paris afin d'assister à un championnat de belote. Il est donc prêt à tout à toutes les combines pour gagner de l'argent qu'il cachera dans son bignou. Le titre « Touche pas à mon bignou ». Alors, vrai ou Alors faux film? non, ça n'existe pas. Ouais. C'est un vrai film Non. de Bernard Launois en 1980 avec Sim. Eh oui, Non. Sim toujours dans les bons plans. Sim, Ah ouais, Ah, il faut ouais. se méfier, il faut se méfier. Faut se méfier d'ailleurs. C'est dans- le touche pas à mon bignou. Touche qui pas m'a à mon- interpellée. Ouais, moi, Oui. je me suis dit, c'est le faux titre, mais le pitch m'avait l'air vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, Sandra, c'est pas trop mouillé. Ouais. Non, mais parce que vous êtes trop forte. Ouais, je bah, n'ose on pas. est très nuls là. Alors, deuxième film, une parodie du CID exportée à Bab el-Oued en Algérie, où Roro, vendeur de brochettes, va venger son père d'un affront. Le titre Rodriguez au pays des merguez. Ça existe. C'est oui, ça très existe. possible. Ouais, Ça existe. ouais. C'est Philippe je Clair ne sais encore, pas. notre Ah ami ouais. Philippe Clair. J'en profite pour dire avant de continuer le quiz que Philippe Clair a lancé une pétition sur change.org pour que ses films soient édités en Blu-ray et DVD. Allez la signer parce que ça doit ressortir. Est-ce que Ah, je Max sais Pécasse a fait la même chose Oh, il n'est plus là, malheureusement, Mac Pécasse, mais Et il puis nous manque. plus de notre monde. Alors, troisième film, Les mésaventures de Joao, jeune émigré portugais qui débarque dans un petit village français. Le titre L'homme velu d'ailleurs. Non, Ah, non, non. Hein Si. Non. Non, ça c'est moi qui l'ai inventé, effectivement. Non, bravo Sandra, c'est effectivement une invention de ma part. Ah ouais. Alors, J'ai eu peur un instant. autre film, l'agent Jane Janet est obligé de reprendre du service afin de mettre fin aux activités d'un gang de mafieux. Pour mener à bien sa mission, un appareil photo lui est greffé dans le sein gauche. Le titre, Super Nichon contre Mafia.
Oui. Wow, ça serait c'est possible. C'est possible, c'est un film américain. Alors my merci God. aux distributeurs français parce que le titre original s'appelle Double Agent 73 et en France on s'est dit tiens on va l'appeler Super Nichon contre Masca. Bien sûr. Et alors qui joue cet agent secret? Oh là, c'est une femme donc je ne sais plus son nom. Ah mais oui, forcément. malheureusement. C'est peut-être de là qu'Austin Powers, ils ont Peut-être. inspiré de Clairement. certaines choses. Alors, autre film, Zorro s'est foulé la cheville. Dépité, il demande l'aide de son frère jumeau Bunny. Ce dernier, très efféminé, accepte de le remplacer seulement s'il peut porter un costume rose. Le titre, La Grande Zorro. Non, j'espère que non. Non. Profondément. ça aussi. Eh bien si, Oh, si, non. c'est un J'ai film. rien dit, moi. C'est un film qui s'appelle The Gay Blade. Oh my God. Et qui apparemment est très drôle, de Peter Medak, qui apparemment est plutôt amusant. Non, mais je sais mais que- tu vas chercher. La Grande Zorro, Et je sais que très c'est un marrant. film adoré par Laurent Ruquier, Lolo. Donc tu lui demanderas la prochaine fois, mais je sais qu'il l'aime beaucoup. Alors, nouveau titre. Jean-Luc et François Poirot, deux frères sans le sou, vont tout tenter pour récupérer le magot de leurs vieux grands-parents qui ne veulent pas lâcher la rampe. Le titre, Pousse pas mémé dans les orties, il y a déjà Pépé. Ah, ça serait génial si ça existait. Oui, ça existe. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai Eh ben écoutez, Eh ben, écoute, c'était t'as une carrière qui s'ouvre à toi. Oui, dans le pitch de Bernard. les titreur nanas de film. Alors, autre film. Après un hold-up sanglant, une bande de gangsters s'enfuit en prenant en otage une fille de saloon et la fille d'un chasseur de primes. Le titre, Règlement de femme à au cul choral. Oui. Non. Je ne m'exprime pas. Ça peut. Eh bien oui, ça existe. Oh là C'est là. du fameux Jean-Marie Palardi qui a fait Blanche-Fesse chez les Sept Mains, Oh tout là ça. là. Enfin, Ah c'était oui. des films un peu érotiques, Ouais. bien sûr. Voilà. Ouais. Et dernier film. Au cul choral. Ouais, c'est osé quand même. Ouais. Tout se passe bien pour la famille Boulard, qui profite des vacances bien méritées au bord de la mer, jusqu'au moment où la belle-mère débarque sans crier gare. Le titre, Chérie, fais les valoches, v'là la belle doche. Oh, c'est possible. Ouais. Le Oh, pitch C'est pas a l'air déconnant. très possible. Ouais. Eh bien non, c'est Avec encore une Thierry invention. Lhermitte. C'est encore une invention Écoutez, de la. Pas mal, non alors très pas Je suis mal. très fier de celui-là. Ah, Chérie, fais tes rappelons valoches. qu'il y a Thierry des titres. Lhermitte. Et Chantal là-dessous. Rappelons qu'il y a quand même des titres de l'ordre Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, avec Ouais. notamment Jerry Lewis. Donc c'est vrai que. Oui, ou arrête de ramer, t'attaques la falaise. Enfin, non, Oui, il y a voilà, vraiment. oui. il y a vraiment- Alors, c'est- celui que je préfère, je me permets de conclure là-dessus, c'est En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger, qui est un nanar où en fait le film s'appelle comme ça. C'est des militantes féministes qui kidnappent un auteur misogyne, qui écrit des bouquins misogynes, alors qu'en fait c'est sa mère qui écrit les bouquins. Et juste à 3 moments dans le film où il y a une espèce de Marie-Pierre Casset qui fait Ah bah moi je vous dis, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Et le film se résume à ça. Donc- Elle ne glisse pas sur une table, please. Non, Enfin, non, non. Quelle non. culture, en tout cas. Ouais. Voilà, donc c'est la fin du jeu. Et bah écoutez, personne n'a gagné, tout le monde a gagné. Hein, on fait comme ça. Ah, oui, bah, super. Elle est bien cette Parce émission. que j'ai pas noté les points. Donc, voilà. Ah voilà. Merci à tous, c'est la fin des bobines. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Sandra Colombo. On rappelle donc que ton spectacle, Que faire des cons se joue au point virgule 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le 4e à Paris, tous les mardis à 21h15. Attention. Tout à fait. Et c'est en tournée dans toute la France. C'est en tournée dans toute la France. Donc également. renseignez-vous non pas sur le site de triolisme sandracolombo.com, mais sur ta page Instagram Par qui exemple. s'appelle Sandra Colombo, la vraie, je crois, ou La Sandra vraie. Colombo officielle, Real. ou Sandra Colombo The Real. avec une petite pastille bleue. Avec dessus. une pastille Ouais. bleue, bien sûr, que je paye, bien sûr, 20 € par mois, tout à fait. Ah ouais. On se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Alors, On a dit Deezer, quoi, Spotify, YouTube, YouTube aussi, ouais, n'hésitez pas. Merci. Merci à tous, merci Merci. Sandra, et à Merci. bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Salut. You must trust in a man called the Radio Girls.